tout le monde, c'est Sophie alias Ma Libriothèque. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à la littérature portugaise. Aujourd'hui, je me trouve à Lisbonne, au Portugal. Nous allons donc nous concentrer sur certains auteurs. J'ai lu 5 auteurs différents, 11 livres au total. On va en discuter ensemble, comme d'habitude. Suivez-moi. Lors de mes dernières vidéos, j'ai préféré cette fois-ci ne me concentrer que sur certains auteurs, 5 auteurs pour être plus précise, j'ai lu 11 livres. Les traits marquants, les thèmes qu'on retrouve le plus dans la littérature portugaise, c'est quand même, surtout la littérature portugaise moderne, c'est quand même la dictature de Salazar qui était de 1933 à 1974 jusqu'à la Révolution des œillets. La Révolution des œillets constitue elle-même un thème extrêmement important. On a aussi toute la colonisation et la décolonisation avec l'impact que la guerre a pu avoir sur les habitants. Un autre thème majeur, ça va être aussi le Portugal, qui aurait pu être parfois un pays plus grand, plus novateur. Un trait très fort dans l'écriture, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On va remarquer chez certains auteurs une recréation de la ponctuation. On a aussi beaucoup de répétitions, c'est assez flagrant. La chronologie est souvent très remaniée, très hachée. On a souvent des focalisations changeantes, sans avertissement. Tout ça pour dire que, en tout cas sur les thèmes majeurs, c'est vraiment la guerre, la dictature et ainsi que les guerres dans les colonies qui ont vraiment un impact très vif dans la littérature moderne. Vous allez voir, j'ai lu qu'un seul auteur du 19e siècle, vraiment parce qu'il a été recommandé, il est considéré comme un classique. Je pleure parce qu'il fait froid. Mais honnêtement, la littérature moderne, c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer. Le premier auteur dont on va parler, c'est José Saramago. Alors, en termes de prononciation, j'espère que je vais correctement prononcer tous les noms qui vont venir. J'ai essayé de regarder la phonétique du portugais. Je peux me tromper, désolée d'avance. Donc, Saramago, pourquoi c'est l'auteur le plus connu? C'est parce que c'est celui qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1998. Alors, de Saramago, j'ai lu 3 livres. Le premier, c'est Le voyage de l'éléphant. Alors, c'est l'histoire d'un cornac et de son éléphant. En fait, l'éléphant a été offert d'un souverain à un autre et donc ils vont traverser la moitié de l'Europe, de Vienne au Portugal, je crois. C'est le premier que j'ai lu. C'est vraiment très intéressant, surtout si vous aimez l'aspect historique. J'ai découvert tout à l'heure en visitant le monastère de Jerónimo que, apparemment, les éléphants étaient un élément très important pour les rois portugais, surtout au XIVe et XVe siècle, apparemment. J'espère que je ne me trompe pas. Toujours est-il que dans cette histoire, ce qui est bien, c'est qu'on voyage, d'accord? Mais surtout, le plus important, c'est l'écriture de Saramago qui est extrêmement particulière. Alors, pourquoi l'écriture de Saramago est un peu spéciale? C'est parce que il y a presque pas de ponctuation. Et donc, ce qui fait que les phrases sont très longues, les paragraphes sont très longs et c'est parfois un petit peu difficile à suivre, mais on s'y fait. On peut s'y faire avec le temps et c'est en fait finalement ce qui devient le charme de l'écriture de Saramago, notamment en tout cas dans ce roman-là. Le deuxième livre de Saramago que j'ai lu, c'est L'aveuglement. Alors lui, c'est l'histoire d'une épidémie qui se déclare soudainement et les gens deviennent petit à petit aveugles. Au départ, ça commence avec seulement une petite portion des gens que le gouvernement va parquer dans une école ou un asile, je ne sais plus. Ils vont les mettre là et complètement les abandonner à leur sort. Et parmi ces gens-là se trouve une seule femme qui va conserver la vue et qui va un petit peu justement être le témoin de tout ce qui se passe sans forcément révéler le fait qu'elle voit encore. Ce livre, il est perturbant parce qu'il montre les côtés les plus sombres du genre humain, la cruauté envers autrui, qui pourtant peut être dans exactement le même besoin que soi. Ça va être notamment montré par la faim. En fait, la faim va faire sortir des traits complètement horribles. Va y avoir une espèce de traite de la femme aussi. Il y a des scènes extrêmement noires, sombres et violentes sur le corps humain, le corps de la femme qui est... mon Dieu, c'était vraiment une lecture très spéciale. Moi, j'ai pas du tout aimé. C'est vraiment pas pour tout le monde. Ce livre m'a dégoûtée.
Je l'ai lu jusqu'au bout, mais il m'a dégoûté. Alors, on retrouve dans ce livre-là les caractéristiques d'écriture de Saramago, notamment encore cette ponctuation assez spéciale, des paragraphes construits toujours de manière très spéciale. C'est vraiment, il faut arriver à s'accrocher à la lecture. Le troisième livre que j'ai lu de Saramago, ça s'appelle La Lucarne. Et en fait, lui, il a été publié très récemment finalement parce que il a été publié après la mort de l'auteur. L'histoire, en fait, de ce livre est importante pour comprendre un petit peu le background de cette histoire et de l'impact de ce livre et de ce qu'il en ressort surtout. Ce livre, en fait, est l'un des premiers romans qu'a écrit l'auteur quand il était jeune, quand il était à peu près trentenaire, sauf que aucune maison d'édition à laquelle il a envoyé son manuscrit n'a voulu le publier. Et à l'époque, du coup, il a récupéré, il l'a mis dans un tiroir, il a dit on s'en fiche, on n'en parle plus. Puis après, il a été publié pour d'autres romans dans une autre maison d'édition. Plus tard, une maison d'édition l'a contacté parce qu'ils ont retrouvé le manuscrit dans leur maison d'édition, dans les tiroirs, et ils ont dit on serait honoré de de publier votre ouvrage. Et bien évidemment, Saramago dit non. Merci. Et s'il vous plaît, ne faites rien tant que je serai vivant. Et quand l'auteur est décédé, eh bien, les maisons d'édition se sont jetées dessus. Et nous voici avec ce roman qui s'appelle La Lucarne et qui en fait traite de... c'est l'histoire des habitants d'un immeuble. Après, ils ont chacun leur vie avec leurs petits secrets, leurs mini-scandales entre eux. Et puis, on est dans ce microcosme de l'immeuble portugais. Je sais plus dans quelle ville on est. Lisbonne, je crois. C'est pas folichon, d'autant plus que l'écriture, en fait, elle est très différente de ce qu'on peut voir dans les autres livres, en tout cas les deux que j'ai lus. Il y a rien de cette manipulation de la ponctuation, il y a rien de ce style qui fait un peu le Saramago. Et honnêtement, c'est pas une histoire folichonne qui aurait pu être écrite par n'importe qui. Voilà, donc c'est un peu, c'est dommage parce que c'est présenté comme le livre, un de plus de Saramago alors qu'il est décédé, etc. C'est super, à moins qu'on soit fan. Je sais pas, je vois pas l'intérêt, vraiment. Le deuxième auteur dont on va parler, c'est António Lobo Antunes. C'est aussi un auteur extrêmement connu, surtout dans la littérature moderne portugaise. J'ai lu 3 romans. Enfin, j'ai lu 2 romans de cet auteur. Le troisième, j'ai pas pu le finir, tellement c'était hyper dur à lire. Les 3, je les ai lus en anglais. Je peux lire en anglais, mais là, vraiment, je vous avoue que ça a été vraiment difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que il a tendance à écrire des romans chorales. Il a aussi tendance, exactement comme avec Saramago, d'écrire sans forcément ponctuation, de faire des allers-retours dans la chronologie. C'est parfois difficile à suivre quand même. Les paragraphes ont une construction, c'est assez déstructuré. On passe aussi d'une focalisation interne à externe où on change de sujet comme ça. Alors, je mentionnais tout à l'heure qu'il y avait des tics un petit peu d'écriture portugaise dans la littérature moderne. Je vous avouerai que ça fait vraiment partie. Les répétitions, la chronologie qui change, je l'ai mentionné, ainsi que les focalisations qui changent aussi. Bref, j'ai lu 3 romans. Le premier, c'était le Manuel des Inquisiteurs. C'est l'histoire c'est la vie autour d'un ministre lors de la dictature, donc un ministre qui évolue autour de Salazar et qui est donc extrêmement placé, et on va avoir la vie de tous les gens qui le côtoient, donc que ce soit sa femme, ses enfants, les enfants légitimes ou pas d'ailleurs, et ces témoins nous rapportent la vie au Portugal alors que justement à cause de la pauvreté, puisque seules les personnes qui étaient autour du dictateur pouvaient vraiment bénéficier de la richesse que le pays pouvait produire. Sinon, le reste du pays, le reste des gens, c'était la galère totale. Sans parler de l'interdiction de pouvoir dire ce qu'on pensait. Enfin bref, tout. C'était vraiment difficile. C'est une dictature. Honnêtement, c'était intéressant vraiment pour l'aspect que je viens de mentionner, à savoir la situation sociale, économique du Portugal, et aussi un petit peu l'aperçu de ce que ça peut être la vie autour d'un dictateur. Le deuxième livre que j'ai lu, ça s'appelle Le cul de Judas. Et en fait, c'est l'histoire d'un ancien militaire de l'armée portugaise qui a été stationné en Angola pendant les guerres suite à la Révolution. L'Angola était donc une colonie. C'est un roman très dur parce que Antunes, en fait, ne mâche pas ses mots. Il a une écriture assez crue. C'est toujours très violent dans les mots, c'est jamais caché. Il y a beaucoup d'ironie et de cynisme et de critique, bien évidemment aussi,
du parti, aussi bien des anciens partis, donc comme la dictature, mais également un petit peu ce qui a pu se passer après. Dans ce roman, en l'occurrence, c'était pendant la Révolution et en tout cas la décolonisation. C'est vraiment dans les années 70. Ce roman est vraiment sur l'impact que peut avoir la guerre, une guerre meurtrière, violente, dégoûtante, dégueulasse, allons-y avec les mots. Vraiment l'impact que peut avoir une guerre sur un homme. Cet homme qui voit des horreurs en Angola va rentrer au Portugal où les gens en fait continuent leur petit train-train, n'ont pas du tout la moindre idée de ce qui peut se passer comme violence ailleurs. Et du coup, il y a complètement un décalage entre la vie des gens sur place au pays et les soldats qui reviennent du front en fait. Et même si c'était un médecin, il combat pas, mais il voit la cruauté, le sang, les corps déchiquetés. Enfin, en tant que lecteur, c'est fort, violent, dérangeant, choquant aussi. Néanmoins, on en apprend beaucoup avec ce roman sur la décolonisation. On a un autre roman d'un autre auteur dont on parlera plus tard, qui vraiment parle aussi de ce même genre de choses. Tout à l'heure, je mentionnais un roman que je n'ai pas réussi à finir de cet auteur. Il s'agit de Exhortation au crocodile. C'est aussi un roman choral avec 4 femmes juste après la Révolution qui parlent de leur vie autour de personnalités qui s'accrochent au pouvoir. Et pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à le lire? Pour les mêmes raisons, les mêmes tics d'écriture, le même style, on va pas parler de tics, le même style d'écriture. Voilà, cet aller-retour chronologique, c'était très très compliqué à lire. La focalisation qui changeait complètement, constamment. Enfin, c'était vraiment pas facile. J'ai lu en anglais et peut-être que ça m'a pas aidé, honnêtement. Je pense que quand on veut lire un auteur exigeant dans le style, peut-être que c'est mieux de le faire dans sa langue natale. Moi, j'avais que ces livres à disponibilité à la bibliothèque de Stanford, donc je me suis contentée de lire en anglais. J'ai atteint certaines limites, honnêtement. Pour terminer sur Antonio Lobo Antunes, c'est vraiment un auteur incontournable de la littérature portugaise moderne. Difficile, choquant, cru, mais on sent vraiment les tripes à l'intérieur quand on lit ses livres. Passons maintenant à l'auteur essai de Queiroz. Lui, c'est le seul auteur du 19e siècle que j'ai lu. Pourquoi j'ai lu cet auteur? Tout simplement parce qu'il a été recommandé partout quand on parle de littérature portugaise. Il est apparemment considéré comme l'un des plus grands romans naturalistes et sentimentalistes du 19e siècle. Et donc apparemment, c'est considéré comme un incontournable. C'est l'histoire en fait d'une grande famille riche à Lisbonne. Il se trouve qu'il va y avoir quelques scandales et bien évidemment, ces scandales vont mener à certaines histoires d'amour vouées à l'échec. C'est lié à des histoires de famille développées dans le livre. Alors effectivement, c'est pas du tout un roman qui rentre dans la littérature portugaise moderne. Quand on le lit, on s'aperçoit bien que l'histoire du Portugal, ou du moins les aspects socio-économiques, n'ont strictement rien à voir avec le Portugal d'aujourd'hui. Par exemple, on a beaucoup affaire à des familles riches, un peu bohème, riches, bobos, etc., qui vont voyager un peu dans tous les coins de l'Europe, comme le faisaient un peu toutes les familles riches de l'Europe du 19e siècle. Je rappelle, c'est un roman qui a été publié en 1888, et c'est vrai qu'on a l'impression de lire du Victor Hugo, ou, je sais pas, des romans du 19e siècle, des romans de littérature britannique, un peu victorienne, enfin, c'est vraiment, vraiment pas nécessaire de le lire, sauf si on aime, évidemment, parce qu'en plus, en termes d'écriture, on se retrouve exactement dans le même type de ce qu'on peut trouver dans la littérature française de la même période. De jolies phrases, de longs paragraphes, de longues descriptions, etc., etc. Donc, honnêtement, c'est pas du tout une nécessité. Néanmoins, si on est intéressé par ce genre de littérature, ça peut être une ouverture, parce qu'il en a écrit beaucoup d'autres. J'ai lu seulement celui-là. Parlons maintenant de Lydia Roret. C'est également une auteure ici très connue au Portugal. Elle a écrit plusieurs romans, des nouvelles aussi. J'ai lu 2 de ces romans. Le premier, c'est La couverture du soldat. Alors l'histoire est un petit peu un prétexte pour parler de certaines choses compliquées et difficiles. Il se trouve que c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre que son père biologique est en réalité son oncle, et l'histoire se passe dans une grande famille, dans une ferme complètement isolée dans un coin paumé du Portugal.
Et pourquoi c'est compliqué? Eh bien, ça se passe pendant la dictature de Salazar. Dans ces fermes complètement abandonnées, il n'y a plus du tout d'argent. Les jeunes n'ont pas envie de rester. Ils émigrent. Ils vont dans d'autres pays, notamment le Canada. Et le deuxième livre de Lydia Horé que j'ai lu s'appelle The Murmuring Coast. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui habitait au Mozambique. Donc le Mozambique faisait partie des colonies du Portugal. Donc l'histoire se passe dans les années 50 et cette jeune fille se marie avec un soldat. Ça commence comme ça et il se trouve qu'on a un petit récit raconté dans une espèce de nouvelle par un narrateur inconnu. Et en fait, plus tard, la deuxième partie du livre, qui arrive relativement vite néanmoins, c'est la jeune fille 20 ans plus tard qui raconte en fait la vraie histoire, tout ce qui s'est passé, qui vraiment donne son point de vue et surtout donne son point de vue avec plus de maturité et de recul face à l'expérience. Et pourquoi ce récit est super intéressant, notamment parce qu'il aborde cette histoire encore de décolonisation. Cette fois, on est au Mozambique. Et le soldat en question est dans une espèce de cohorte. Il a un commandant et lui et son commandant, en fait, ont des propos extrêmement violents, racistes envers la population locale. Et d'ailleurs, on assiste dans cette histoire à une espèce de beaucoup de noirs en fait qui sont décimés par un alcool empoisonné. Et c'est vrai que ces soldats ont des propos fort choquants, violents, etc. où en fait ils parlent de génocide. Au niveau des colonisations, elles sont presque toutes commencées à réclamer l'indépendance au moment de la révolution des œillets, donc dans les années 70, après que Salazar a été évacué du pouvoir. Et pendant ces occupations, il y avait bien évidemment des soldats et des armées sur place. Et les armées, pendant la colonisation, souhaitait en fait tout simplement qu'il n'y ait plus de population locale tout court. C'est complètement différent de Antunes, c'est-à-dire que Antunes va parler de ça avec des propos crus, violents, etc. Et Lydia Horé va le faire de manière un peu plus lyrique, non pas poétique, mais en tout cas avec des phrases et des mots moins marqués, moins crus, mais va le faire quand même de façon à ce que ce soit clair, même si parfois certaines phrases sont ambiguës. Donc ça va être plutôt son style. Néanmoins, le style de Lydia Horé, on reste dans la chronologie qui va être complètement déstructurée. On va avoir aussi un paquet de répétitions, une focalisation qui change souvent et qui n'est pas très claire. Néanmoins, comme je disais, ce récit est vraiment très intéressant, surtout sur l'aspect colonisation. Le dernier auteur dont on va parler aujourd'hui, c'est Fernando Pessoa. Il se trouve que c'est l'un des plus grands auteurs du Portugal. Il est vraiment considéré comme un monument national. Il a son propre musée. Fernando Pessoa, c'est surtout un poète. Et je me suis vraiment contentée de lire les romans. Alors, il n'y a qu'une nouvelle, en fait, et ce fameux recueil, un recueil de fragments qui s'intitule Le livre de l'intranquillité. Il se trouve que c'est pas vraiment un roman et ça n'a pas été publié du vivant de Pessoa. Ça a été publié bien après la première édition, date de 1982, sachant que l'auteur est décédé en 1935. Tous ces fragments, voilà, sont en fait des extraits qu'il a écrits sur la vie, l'art, les opinions, les gens, surtout à Lisbonne. C'est vraiment un livre très important qui m'a beaucoup plu. Il est effectivement très lyrique, très poétique. Beaucoup des pensées qu'il partage sont profondes et sont très critiques aussi de la société, de l'époque bien évidemment, mais c'est vraiment un ouvrage qu'on ne lit pas d'un seul coup parce que c'est beaucoup de petits épisodes. Vous voyez, je souris quand j'en parle parce que c'est profond, c'est aussi intime, il y a du cynisme et à la fois c'est écrit de manière très poétique. Le deuxième livre que j'ai lu, en fait, c'est cette petite nouvelle qui s'appelle Le banquier anarchiste, où c'est en fait un dialogue entre deux personnages, l'un qui prétend être un banquier anarchiste, ce qui est un peu un oxymore dans l'absolu, et quelqu'un, un ami, qui essaie de convaincre en fait, il essaie de lui dire que c'est possible d'être les deux à la fois. Et donc tout ce dialogue, c'est une argumentation de la part du banquier anarchiste qui essaie de convaincre son ami que c'est totalement possible. Et c'est très très drôle parce que tous les arguments qu'il utilise sont fallacieux, absurdes. C'est une énorme critique du gouvernement, des sortes
de gouvernement qui peuvent exister, de la politique, et puis aussi une critique de l'argent, du système économique. C'est un dialogue très engageant, qui fait sourire, parce que c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Un autre fait très marquant finalement dans cette nouvelle Le banquier anarchiste, c'est cette manipulation de la réalité, de la vérité, la manipulation de l'information que le banquier anarchiste utilise à ses propres fins. Et on voit bien que la rhétorique peut être manipulée, changée, désossée pour être réassemblée complètement d'une manière qui nous arrange. Et c'est très intéressant dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui où la réalité, les faits, la vérité sont durs maintenant à prouver face aux mensonges faciles, à la réécriture du présent, du passé et du coup du futur. C'est un ouvrage rapide à lire et c'était assez rafraîchissant comme lecture, mine de rien. Une chose que j'aimerais ajouter sur le livre de l'intranquillité, c'est que récemment, le livre de l'intranquillité a en fait été édité dans une nouvelle version avec une nouvelle traduction et du coup un nouveau titre. Et ce titre, c'est Livre avec le S entre parenthèses de l'inquiétude. C'est vrai que ça retranscrit pas vraiment l'idée générale des fragments qui ont été réorganisés du coup dans ce livre. Je trouve le titre de Livre de l'intranquillité, qui est un néologisme, beaucoup plus marquant. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Il existe d'autres auteurs très connus au Portugal si la littérature portugaise vous intéresse et que vous voulez creuser un petit peu plus, comme par exemple José Cardoso Pires ou Miguel Torga. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les livres que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet livriothèque.free.fr. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles littératures comme d'habitude. Ciao! J'attends que le train passe. Et le bateau, c'est aussi une auteure, une autrice, on peut dire. Pardon. Un autre fait marquant sur ce banquier anarchiste, sur cette petite nouvelle, c'est que j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ils partent. Oui, ils partent quoi. Quand on s'intéresse. Ok.